Aujourd'hui, nous allons examiner une affaire datant de la première moitié du XXe siècle. Installez-vous confortablement pendant que nous partons pour l'Angleterre. En 1912, Alice Betham avait 18 ans et vivait avec ses parents au 24 rue Billing, dans la ville de Blackburn, dans le comté de Lancashire, en Angleterre. À cette époque, le pays était encore très divisé socialement. Les familles aisées vivaient confortablement avec des domestiques, tandis que les moins favorisés travaillaient longtemps en usine, filature ou mine, et vivaient plus à l'étroit. Mais les choses changeaient, les conflits sociaux étaient fréquents, et la campagne pour le droit de vote des femmes prenait de l'ampleur, tandis que chemin de fer, automobile et nouvelles technologies se répandaient. Même si la vie quotidienne restait marquée par l'époque victorienne, des changements progressifs modifiaient déjà la vie et le travail des gens. De telles conditions étaient typiques à Blackburn, où un grand nombre de personnes sont employées dans le tissage, travaillant de longues heures au métier à tisser dans un vacarme devenu une partie normale de la vie pour beaucoup d'habitants de la ville. Alice travaillait dans l'une de ces usines, appelée Jubilee Mill, et c'est là qu'elle a rencontré Arthur Burkitt. Il avait 22 ans et vivait dans une maison au 54, rue Raleigh, avec sa mère veuve, sa grand-mère, son jeune frère George et sa jeune sœur Elsie. Connu comme un jeune homme calme, il était généralement apprécié de ses collègues. Arthur fut immédiatement attiré par Alice, mais il n'était pas rare que de jeunes hommes essaient de faire sa connaissance. Elle était devenue bien connue à l'usine et son apparence attirait beaucoup d'attention. Avec le temps, tous deux commencèrent à sortir ensemble et furent bientôt considérés comme des amoureux, ce dont parlèrent leurs collègues de travail. Le samedi 11 mai, Alice et Arthur sont allés au Picture Palace avec une collègue de travail nommée Madame Lillywag et son mari Walter. Cependant, le lundi, de retour au travail, Alice a dit à Madame Wag qu'elle ne supportait plus Arthur et qu'elle avait décidé qu'elle ne voulait plus sortir avec lui et qu'elle allait mettre fin à leur relation. Lorsqu'Alice a revu Arthur, elle lui a dit qu'elle ne souhaitait plus continuer à le voir. Cette décision a été un choc émotionnel très dur pour Arthur. Ses sentiments pour Alice étaient intenses, voire accablant, et son rejet l'a profondément affecté. Au lieu d'accepter ce qu'on lui avait dit, il a continué à l'approcher au moulin, l'attendant aux heures des repas et à la fin de la journée, pour essayer d'attirer son attention. Il a fait des efforts répétés pour essayer de la persuader de changer d'avis et de continuer à le voir. Le mercredi 15 mai, l'insistance d'Arthur devint trop pesante pour Alice. Alors sa mère commença à lui apporter ses repas directement au moulin, pour qu'elle n'ait pas à aller à la salle à manger où Arthur pourrait de nouveau l'approcher. C'était aussi difficile à la fin de la journée, mais Alice s'efforçait de l'éviter. Le jeudi 16 mai, Arthur tenta de nouveau de se réconcilier avec elle, mais une fois de plus, ses efforts furent vains. Cela le rendit abattu et bouleversé, et le lendemain, il parla à Madame Wag et lui dit qu'Alice avait mis fin à leur relation. Madame Wag tenta de le réconforter. Elle lui rappela qu'il y avait beaucoup d'autres jeunes femmes autour de lui. Cependant, Arthur resta très sérieux et quelque peu agité. Il annonce à Madame Wag qu'il décapitera Alice. Elle trouva cette remarque très étrange, surtout venant d'un jeune homme habituellement si calme et poli. Le lendemain, samedi 18, Arthur parla de nouveau à Madame Wag au moulin. Il lui demanda d'informer Alice qu'elle ne devait pas tenir compte de ce qu'il avait dit auparavant et pria Madame Wag de lui dire d'oublier ses paroles précédentes. Il expliqua qu'après réflexion, il pensait que mettre fin à la relation était la meilleure chose. Il ajouta qu'il espérait que le prochain homme qu'Alice fréquenterait la traiterait bien. Cependant, après avoir tout dit, il demanda à Madame Wag d'organiser une rencontre avec Alice ce soir-là. Après le travail, Madame Wag rentra à pied avec Alice et répéta ce qu'Arthur lui avait dit. Cependant, sa tentative de réconciliation n'aboutit à rien. Alice dit à Madame Wag qu'elle refusait de le rencontrer et Madame Wag répondit que c'était son choix, ne faisant que transmettre un message. Le dimanche 19 mai, Alice rendit de nouveau visite à Madame Wag chez elle et les deux jeunes femmes prirent le thé ensemble. Pendant qu'elles discutaient, Arthur resta chez lui, n'étant pas vraiment de bonne humeur. Bien qu'il ait dit que mettre fin à la relation était la meilleure chose, il semblait déprimé et ce dimanche-là, son moral était très bas. Le matin du lundi 20 mai, Alice et Arthur sont allés travailler à la Jubilee Mill comme d'habitude. Ils se sont croisés vers 7 heures, mais aucun mot n'a été échangé entre eux. L'heure du petit déjeuner est passée, et, ensuite, le travail a repris normalement. Vers 9h moins le quart, Alice a quitté ses métiers à tisser et s'est dirigée vers la Weft House, portant sa boîte
qui était un petit récipient utilisé pour contenir du fil. Étrangement, Arthur l'a suivi peu après, apparemment sous prétexte d'aller chercher lui-même du fil de trame, et lui aussi portait sa boîte. Une fois à l'intérieur de l'entrepôt, et après que les portes battantes se soient refermées derrière lui, Arthur a essayé de parler à Alice à nouveau. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos ? Me demanderez-vous. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez. Alors ne ratez pas cette occasion. Elle ne répondit pas et continua à marcher vers la porte, tenant sa boîte de fil. À ce moment-là, Arthur arriva derrière elle, la saisit de son bras gauche et de sa main droite sortit un rasoir et trancha la gorge de la jeune femme sans défense. Les ouvriers dans la salle de tissage avaient vu Arthur attraper Alice, pensant d'abord qu'il voulait juste l'embrasser. Cependant, leur supposition fit vite place à la confusion, puis à l'horreur en voyant ses mains ensanglantées. Des ouvriers se précipitèrent pour arrêter Arthur, qui avait alors tourné le rasoir contre lui et tenté de se trancher la gorge. Lorsqu'un ouvrier nommé James Slater lui demanda pourquoi il avait fait cela, Arthur répondit « Elle m'a quitté ». James Slater répondit alors « Mais il n'y a pas besoin de faire une chose pareille ». Ce à quoi Arthur répondit « Tu ne me verras plus jamais vivant ». Des assistants médicaux arrivèrent bientôt et le docteur Bannister examina brièvement le corps d'Alice. Il constata que sa mort avait été pratiquement instantanée. Le rasoir ensanglanté fut retrouvé près du corps. Le docteur commença alors à panser les blessures d'Arthur Burkett et il fut transporté en ambulance à l'hôpital. Bien qu'on lui ait conseillé de ne pas parler, il continua à parler. Il déclara à l'agent de police Bellis « J'ai perdu la tête pendant 2 jours. J'étais fou. Je ne savais pas ce que je faisais. » Il a également dit qu'il avait erré jusqu'après minuit le dimanche, incapable de se calmer. Et le lendemain, il a acheté un rasoir dans la boutique appartenant à monsieur William McCabe. Quand il a vu Alice aller dans la salle OEF ce matin-là, il l'a suivie et lui a encore demandé de se réconcilier. Devenant alors un peu ému, il a dit qu'Alice avait refusé. Alors il l'a saisie et, à partir de ce moment-là, il a affirmé ne pas se souvenir de ce qui s'était passé ensuite. L'agent de police Bellis garda le silence. Avant de poursuivre, Arthur hésita puis déclara qu'il ne voulait pas faire de mal à Alice, seulement à lui-même. Pendant qu'on soignait ses blessures, il a souvent exprimé des regrets pour ce qui s'était passé. Il parlait d'une manière calme et troublée, et parfois il semblait submergé par la réalité de ce qui s'était passé. Sa mère, à laquelle il était profondément attaché, a été autorisée à lui rendre visite cet après-midi-là. Lors d'une rencontre très émouvante, il lui a dit qu'il n'avait pas pu s'en empêcher. Il l'a ensuite prise dans ses bras et s'est mis à pleurer. Le lendemain, mardi 21 mai, l'enquête sur la mort d'Alice Betham a été officiellement ouverte. Cependant, la séance n'a été que brève, car l'enquête a ensuite été ajournée jusqu'au vendredi 31 mai, afin de permettre à Arthur Burkett de se rétablir suffisamment de ses blessures pour pouvoir y assister. Cette semaine-là, de nombreuses personnes sont venues au domicile d'Alice, rue Billing, où reposait son corps. Les voisins, les amis et même ceux qui ne la connaissaient que de vue sont venus à la maison. Certains pour lui rendre hommage, d'autres poussés par une curiosité morbide, désireux d'apercevoir la jeune femme décédée. Alice a été enterrée le 25 mai et ce matin-là, une grande foule s'est rassemblée devant sa maison,
remplissant les rues en attendant en silence le départ du cercueil. Il y avait de nombreux hommages floraux, y compris un qui avait été envoyé par les propriétaires du Jubilee Mill, où le tragique événement avait eu lieu. Des milliers de personnes ont assisté au cortège funèbre, et des foules bordaient tout le trajet de la maison jusqu'au cimetière, soit une distance d'environ 3 km. Dans certaines rues principales, la circulation a été stoppée lors du passage du cortège. La mère de la jeune fille, accablée de chagrin, s'est évanouie après être montée en voiture. Elle a repris connaissance et, malgré les conseils de ses proches, elle a voulu continuer jusqu'au cimetière. Les frères et sœurs de la jeune fille étaient très affectés et ont suscité beaucoup de sympathie. 10 jeunes filles ayant travaillé à l'usine avec Alice marchaient devant le corbillard. Les stores étaient abaissés toute la journée dans les maisons le long du parcours, y compris celle de la rue Riley où vivait Arthur Burkett. À l'entrée du cimetière, une foule immense s'était rassemblée et, lorsque le corbillard a franchi les grilles, une femme dans la foule s'est évanouie. Après cela, il y eut un enterrement privé et Alice Betham fut inhumée. L'enquête a repris le 31 mai et a duré environ 2h30. Des témoignages ont été entendus sur les événements à l'usine et les circonstances du décès d'Alice présentées au jury. À la fin de la procédure, il a été déterminé qu'Alice Betham avait été assassinée volontairement par Arthur Burkett et qu'il devait être renvoyé devant un tribunal pour y être jugé. Le mardi 4 juin, il a de nouveau comparu dans le cadre de l'enquête du magistrat, qui s'est poursuivie pendant 2 heures supplémentaires. D'autres preuves ont été présentées, venant principalement renforcer ce qui avait déjà été établi lors de l'enquête sur le décès. À la clôture de l'enquête, Arthur Burkett a été renvoyé devant la cour d'assises de Manchester pour y être jugé. Le procès a débuté le vendredi 5 juillet devant le juge Bucknell et Arthur Burkett était représenté par M. Harry Blackhouse et M. Landon Raleigh, tandis que l'accusation était composée de M. Prine, M. Sheward et M. Kennedy. Lorsqu'on lui a demandé comment il plaidait, Arthur a plaidé non coupable. Il paraissait très élégant dans le box des accusés, en costume bleu marine et cravate noire, malgré une tristesse évidente. La défense a soutenu que le meurtre n'avait pas été prémédité, malgré ce que l'enchaînement des événements pourrait laisser penser. Ils ont soutenu qu'Arthur avait acheté un rasoir dans l'intention de mettre fin à ses propres jours, et non à ceux d'Alice, et ils ont également affirmé que, dans un accès soudain et irrésistible de frénésie qui l'a temporairement privé de ses sens, il a tué la jeune fille avant de tenter de se suicider. Parmi les témoins figuraient Madame Lillywag et son mari Walter, membres du personnel de la Jubilee Mill, ainsi que le père d'Alice, Monsieur Edward Betham. Lors de son interrogatoire, Monsieur Edward Betham a été interrogé sur le fait d'avoir demandé à sa fille de ne plus voir Arthur. Il a affirmé n'avoir donné aucun ordre de ce type et ne pas être intervenu directement dans cette affaire. Il a toutefois expliqué qu'il en avait parlé à son épouse, lui disant qu'il estimait que sa fille était encore trop jeune pour fréquenter quelqu'un et qu'il avait quelques réserves concernant la situation. La défense a également insisté sur le fait que, même si Arthur avait pu commettre un acte criminel en se préparant à mettre fin à ses jours, cela ne signifiait pas qu'il avait jamais eu l'intention de tuer Alice. Ils ont demandé au jury d'accepter sa déclaration selon laquelle il se trouvait dans un état de trouble mental et de rendre un verdict qui entraînerait une peine d'emprisonnement plutôt que la peine de mort. L'accusation a souligné qu'Arthur savait exactement ce qu'il faisait. Il avait acheté le rasoir le matin et avait dit à Madame Wag qu'il couperait la tête d'Alice. Dans son résumé, Monsieur le juge Bucknell a passé en revue les preuves et a souligné qu'il n'y avait eu aucune provocation de la part de la jeune fille. Il a dit au jury qu'il devait bien réfléchir avant de justifier l'usage d'une arme mortelle contre une jeune femme dont le seul tort était de continuer une relation amoureuse. Quant à la suggestion selon laquelle Arthur n'était pas sain d'esprit au moment des faits, le juge a demandé où l'on pouvait trouver la preuve de cette affirmation. Il a rappelé au jury que le verdict devait être fondé sur des preuves et non sur des spéculations ou l'absence de preuves. Il a également souligné qu'il appartenait à l'accusation de prouver la culpabilité du prisonnier et non à l'accusé de prouver son innocence. Le jury s'est retiré, mais il n'a été absent que pendant 15 minutes. Ils sont ensuite revenus avec un verdict de culpabilité. Quand on lui a demandé s'il voulait s'exprimer avant la sentence, Arthur, submergé par l'émotion, n'a pas pu parler. Le juge a alors mis la toque noire et, avec l'aumônier de la prison à ses côtés, il a prononcé la sentence. Il déclara qu'aucun autre verdict n'aurait été juste et qu'en raison de son crime terrible, Arthur Burkett avait perdu le droit à la vie. Il l'exhorta à faire la paix avec Dieu. Quelques jours plus tard, une pétition fut lancée et envoyée au ministre de l'Intérieur, Reginald McKenna, dans le but de faire commuer la peine de mort d'Arthur Burkett.
La pétition décrivait Arthur comme un tisserand de coton de 22 ans, qui vivait avec sa mère, sa grand-mère, son jeune frère George et sa jeune sœur Elsie, et qui était connu pour sa gentillesse, son honnêteté et son affection envers les autres. Ses amis et connaissances avaient exprimé leur choc à l'idée qu'il ait pu commettre un tel acte, et tous ceux qu'il connaissait le décrivaient comme quelqu'un de chaleureux et absolument pas malveillant. La pétition précisait aussi son profond attachement à Alice Betham et que l'acte s'était produit lors d'une intense tension émotionnelle, quand la détresse et la déception ont surpassé sa maîtrise de soi. Il était écrit qu'il n'avait pas pleinement conscience de ses actes au moment des faits et plaidait qu'en raison de sa bonne réputation et des circonstances entourant son crime, la peine capitale ne devait pas être appliquée. Le lundi 15 juillet, plus de 50 000 personnes avaient signé la pétition, y compris Madame Betham, la mère de la jeune fille décédée. Cependant, le ministre de l'Intérieur refusa de commuer la peine, et la date de l'exécution fut fixée au mardi 23 juillet. Lorsqu'Arthur apprit qu'il n'y aurait pas de sursis, il écrivit plusieurs lettres. Dans l'une d'elles, il insista sur le fait que s'il avait reçu une peine de prison à vie à la place, il aurait perdu la raison, et il assura à tous ses amis et à sa famille qu'il affronterait sa fin avec courage. Le jour venu, une foule de 400 à 500 personnes s'est rassemblée devant la prison à 8 heures. De nombreuses femmes et jeunes filles profitèrent d'une pause des usines voisines, où elles travaillaient. Elles se tenaient là d'où elles voyaient l'horloge de la prison, sans savoir qu'elle s'était arrêtée. Ainsi, tant que la cloche n'avait pas sonné, elles ignoraient si l'exécution avait eu lieu. Quelques instants plus tard, des avis officiels furent placardés sur les grilles de la prison, confirmant qu'Arthur Burkett avait été pendu. Alors que la foule se précipitait pour les lire, de nombreux ouvriers éclatèrent en sanglots, et certains devinrent visiblement bouleversés. Même après l'annonce, de petits groupes restèrent sur place, lisant encore les avis et discutant entre eux, certains semblant ne pas y croire. Après de nombreux débats sur le crime dans les semaines et mois suivants, il disparut peu à peu de l'attention du public. Et avec le déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914, les préoccupations des gens changèrent, laissant Alice Betham, âgée de 18 ans, et Arthur Burkett, âgé de 22 ans, largement oubliés. Bonjour à tous, et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours, et j'espère vous retrouver tous lors du prochain Briefcase.